Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui un confrère qui est à la fois journaliste d'investigation, éditeur et auteur. Il vient de publier un livre, Côte d'Ivoire, le coup d'État. Bonjour Charles Onana. Bonjour. Votre livre est édité notamment par les éditions du Boiry et la préface a été écrite par Thabo Mbeki. Pourquoi ce choix? Je pense tout simplement que le président Thabo Mbeki a été un des médiateurs reconnus et appréciés dans la crise ivoirienne. Et je pense que... et notamment avant la crise post-électorale, parce que déjà exactement, même avant la crise post-électorale. Et je crois que, compte tenu de toutes les polémiques qu'il y a eu dans le dossier ivoirien, on a pris le temps d'enquêter, de regarder de plus près les dossiers importants, notamment la crise post-électorale, mais également les dossiers encombrants. Et je pense que le choix du président Thabo Mbeki était un choix unanime à la fois de l'éditeur et de moi-même. D'accord. Le titre, il est assez explicite, hein, Côte d'Ivoire, le coup d'État, parce que pour vous, l'élection de Alassane Ouattara, c'est un coup d'État. Il n'y a pas que l'élection d'Alassane Ouattara qui constitue un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est quand même la première fois dans l'histoire des élections dans un pays en Afrique où on voit la CEDEAO, on voit la CEDEAO, donc l'organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sous-régionale, qui menace de faire une intervention militaire. On voit les Nations Unies, la France, les États-Unis qui considèrent que le contentieux électoral qui a été posé par l'un des candidats à la fin au moment de l'élection ne mérite pas d'être considéré et que finalement le représentant des Nations Unies, M. Choi, qui est sur place, viole son mandat et proclame les résultats d'une certaine façon ou confirme. Or, le mandat de M. Choi ne l'autorise pas du tout à dire qui est le gagnant ou qui est le perdant. Il s'agit tout simplement de superviser les élections et donc de suivre la régularité des élections. Donc, on a une série de violations. Bon, je ne parle pas du Conseil constitutionnel qui n'est pas du tout pris en compte. Je ne parle pas de la commission indépendante qui proclame les résultats au siège d'un des candidats, ce qui n'est pas du tout conforme à l'hôtel du Golfe, oui. À l'hôtel du Golfe, et qui est non seulement le siège du candidat, des deux candidats, en l'occurrence M. Alassane Ouattara, mais également le siège des rebelles. Donc tout cela méritait un minimum de clarification, et j'ai dit que s'il y a coup d'État en 2011 contre le président sortant, il y a plusieurs tentatives de coup d'État contre le président Gbagbo depuis 2001. D'accord. Mais là, vous avez un parti pris affiché. Non, il ne s'agit pas de parti pris. Il s'agit de regarder si les choses se sont passées convenablement ou pas. Et si elles ne se sont pas passées convenablement, est-ce qu'elles violent la constitution ivoirienne? Est-ce qu'elles violent le droit international et la souveraineté de l'État? Donc, les faits démontrent au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas seul à le dire, le président Thabo Mbeki considère qu'il est troublant qu'on n'ait pas pris en compte la demande du président Gbagbo de recompter les voix. Les rapports, notamment de l'Union africaine, un des rapporteurs de l'Union africaine, en l'occurrence M. Kofigo, avait considéré que la façon dont les choses se seraient passées n'était pas tout à fait crédible et sérieux. Et je crois que dans mon enquête, j'ai rencontré les gens de l'ONUCI qui m'ont dit très clairement qu'on ne pouvait pas recompter les voix parce que ça signifie que la crédibilité des Nations Unies était engagée et puis les fortes pressions, évidemment, du président Sarkozy et de la Maison-Blanche. D'accord. Donc pour vous, le coup d'État, c'est un coup d'État qui a été ourdi à la fois par la France, par les Nations Unies, et un coup d'État dû davantage à un engagement trop précoce, peut-être, de la communauté internationale en Côte d'Ivoire? Non, vous savez, il s'agit d'un débat politique ivoirien. Et dans un débat politique ivoirien, seules les institutions ivoiriennes sont compétentes pour décider, conformément à la constitution de ce pays, qui est le gagnant et qui est le perdant. C'est pour la première fois qu'on voit un représentant de la commission indépendante électorale qui va proclamer le résultat des élections
non seulement hors délai, parce qu'il avait 3 jours pour pouvoir le faire, il a dit lui-même qu'il y avait des discordances dans son propre dispositif, mais il a proclamé les résultats hors délai, et en plus de cela, il l'a fait dans un lieu qui n'était pas du tout neutre. Donc ça, c'est déjà une première entorse au code électoral. Son explication, c'est que c'était l'endroit le plus sûr de Côte d'Ivoire et que vu qu'il avait des pressions aussi dans le camp adverse, celui de Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas faire la proclamation au siège de la commission. Ce qui signifie donc que quand vous constatez qu'il y a un certain nombre de difficultés, vous ne prenez pas unilatéralement la décision, vous soumettez de façon transparente ce problème aux Nations Unies, qui sont là pour superviser la régularité des choses. Là, le président de la Commission a décidé d'aller à l'hôtel du Golfe. Comme je dis, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs bâtiments publics qui peuvent être des bâtiments neutres, dans lesquels on peut avoir à faire la déclaration que le représentant de la CEI a fait. Ça n'a pas été le cas. En plus de cela, il me semble également que la proclamation des résultats était en priorité destinée à la presse étrangère, alors qu'il s'agissait d'abord, et la veille, le même personnage avait fait une déclaration à la télévision ivoirienne. Comment passer en l'espace de 24 heures d'une déclaration à la télévision ivoirienne à une déclaration qui est très capitale pour l'ensemble des Ivoiriens devant la presse internationale, qui, à mon avis, n'est qu'accessoirement concernée par le résultat des élections, qui concerne d'abord les Ivoiriens. Donc, si vous voulez, il y a une série d'entorses et d'infractions, notamment sur la façon dont les choses se sont passées, qui confirment qu'il s'agissait non seulement d'un coup d'État constitutionnel, mais la brutalité avec laquelle on est allé sortir le président Gbagbo de la présidence de la République, en profanant au passage ces lieux, je pense que c'est du jamais vu dans le continent africain. Tout cela est derrière nous maintenant. Le président Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il n'y a pas d'autre recours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, parce que quand on lit votre livre, vous revenez aussi sur deux pièces qui attestent un peu de l'identité de Alassane Ouattara et qui attestent notamment qu'il n'est pas ivoirien? Bon, écoutez, j'étais obligé de faire mon enquête parce que le problème de la nationalité et de l'éligibilité de M. Ouattara, les deux ont été posés, occupé la vie politique ivoirienne pendant 7 ans au moins. Sous le président Bédié, sous Robert Gueye et sous le président Gbagbo. Et il me semble... Avec notamment cette question d'ivoirité. Avec cette question d'ivoirité. Donc, pour moi, ce n'est pas parce que le débat sur l'éligibilité et la nationalité de M. Alassane Ouattara le débat a été mal posé avec le poison de l'ivoirité qui stigmatisait des catégories de population. Ce n'est pas parce que ce débat a été mal posé qu'il ne fallait pas le poser du tout. Il fallait le poser au regard des lois de la Côte d'Ivoire, du code de la nationalité, mais surtout aussi de la constitution ivoirienne. Et il me semble qu'à l'époque, M. Ouattara a toujours dit qu'il était ivoirien, qu'il n'avait rien à voir avec le Burkina Faso. Moi, j'ai enquêté. J'ai retrouvé un témoin qui avait pris le bateau en 1962 avec M. Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui ivoirien et qui est avocat aux États-Unis, qui confirme que M. Ouattara avait obtenu une bourse américaine comme étudiant burkinabé. Et je suis allé aux archives, donc l'institution qui avait attribué la bourse à M. Ouattara. M. Ouattara figure bien sur la liste des étudiants burkinabés. Et en 1984, quand il est nommé à la tête du département Afrique du FMI, le communiqué officiel du FMI dit que M. Ouattara a été nommé aujourd'hui au poste de directeur Afrique du FMI en tant que burkinabé. Donc, si vous voulez, pendant toute cette période-là, les documents officiels, qui sont les documents de M. Ouattara, attestent clairement, y compris aussi bien par les institutions américaines, qui n'ont rien à voir avec le débat sur l'ivoirité, que l'institution internationale qu'il a employée. Donc,
il fallait clarifier ce débat-là et la conclusion, elle est implacable. Monsieur Alassane Ouattara n'a jamais été ivoirien, il est burkinabé. Donc le fait de le dire ne signifie pas qu'on est contre monsieur Ouattara ou contre le fait qu'il soit aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça signifie tout simplement que ce débat qui était un peu cacophonique pendant un certain temps, et lorsque les Ivoiriens abordaient ces questions, on cherchait d'abord à savoir s'ils sont pour ou contre monsieur Ouattara. Moi, je ne suis pas ivoirien, donc je ne peux pas être soupçonné de vouloir être pour ou contre lui, mais je pense que du point de vue de la démarche historique et de la rigueur intellectuelle, il fallait clarifier ce débat et j'espère l'avoir clarifié. Mais est-ce que du fait, la question a été réglée constitutionnellement, vu qu'en Afrique du Sud, les différentes parties prenantes au débat ont décidé qu'il fallait permettre à tous les candidats, à tous les postulants à la présidence de la Côte d'Ivoire de pouvoir déposer leur candidature et donc concourir, la question est réglée maintenant? Non, la question a été brutalement réglée. Non, oui. M. Gbagbo a réglé le problème de M. Ouattara, contrairement à ses prédécesseurs. Oui. C'est-à-dire que vous savez qu'il y avait eu un mandat d'arrêt lancé par M. Bédier contre M. Ouattara. M. Gueye ne voulait certainement pas du tout entendre parler de M. Ouattara dans la campagne électorale. Et lorsqu'il y a eu le référendum pour la nouvelle constitution, M. Alassane Ouattara lui-même avait appelé à voter pour cette nouvelle constitution, en croyant que le débat allait être clos. Sauf que l'article 35 lui posait problème. Et lorsque le président Gbagbo a convoqué un forum de réconciliation nationale, c'est la première fois qu'on retrouvait M. Ouattara en Côte d'Ivoire et M. Gbagbo a tout fait pour que la justice ivoirienne délivre un certificat de nationalité à M. Ouattara. Il y a eu beaucoup de demandes de recours du point de vue de la constitution ivoirienne et il est étonnant qu'après avoir obtenu l'onction à la fois de l'éligibilité et de la nationalité, eh bien, c'est M. Ouattara qui organise et participe au coup d'État contre Laurent Gbagbo, son bienfaiteur. D'accord. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, vu qu'il y a une commission de dialogue, vérité et réconciliation qui ont été mis sur pied, est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui que ce dialogue-là débouche sur une réconciliation réelle entre les Ivoiriens? Je pense qu'il est mal engagé. Vous ne pouvez pas appeler à une réconciliation en laissant M. Laurent Gbagbo en prison, dont on ne sait toujours pas quelles sont les charges qui pèsent contre lui. Crime économique. Mais où sont les éléments? Mais il faut saisir une juridiction ivoirienne pour clarifier tout ça. Vous n'arrêtez pas. Écoutez, M. Laurent Gbagbo il avait la possibilité de faire respecter la constitution ivoirienne et de la constitution disqualifier M. Ouattara pour participer aux élections. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il voulait apaiser le climat politique dans son pays. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, c'est pour cette unique raison que M. Ouattara, je publie les rapports confidentiels de M. Renaud Vignal, qui était l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Donc il ne peut pas être soupçonné d'être pro-Gbagbo. Mais dans ces rapports, il dit clairement que M. Ouattara lui a téléphoné il était tellement content d'avoir obtenu sa nationalité, que lui-même, l'ambassadeur, dit « Eh bien, on attend maintenant que M. Ouattara fasse la preuve qu'il participe au débat démocratique dans son pays. » Votre livre, on a pratiquement épuisé le temps qui nous était imparti, mais dans le livre, vous ne revenez pas que sur cette période de crise post-électorale, vous revenez également sur la question de l'assassinat des 9 militaires français. Oui, Mme Alliot-Marie, ministre de la Défense, avait dit publiquement que M. Laurent Gbagbo était responsable du bombardement du camp français de Bouaké en novembre 2004. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'armée française avait anéanti complètement l'aviation ivoirienne. Il se trouve dans mon enquête que le président Gbagbo n'a rien à faire avec ce dossier. Et c'est l'avocat des soldats français qui m'a dit « Je ne veux pas entendre prononcer le nom du président Gbagbo dans ces dossiers ». Et d'après ce que je constate, il semblerait que l'Élysée a quelque chose à voir avec la mort de ces 9 soldats, ainsi que son ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie. Nous conseillons donc à nos téléspectateurs de consulter ce livre, le Côte d'Ivoire, le coup d'État, qui est édité aux éditions du Boiry et qui est donc écrit par Charles Onané, préfacé par Thabo Mbeki, l'ex-président de l'Afrique du Sud. Merci d'être venu. C'est moi. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une édition de l'entretien du jour. À bientôt.